Bien, reprenons. Hitler devient chancelier de l'Allemagne fin janvier 1933 et instaure le Troisième Reich. Nous pourrions parler des heures de la façon dont il a imposé sa loi, mais on est ici pour parler de cinéma, non? Aujourd'hui, nous allons parler du cinéma allemand de 1933 à 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce cinéma est aussi mauvais qu'il en a la réputation? Comment fonctionnait l'industrie cinématographique sous le régime nazi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La propagande est un art. La propagande n'a qu'un seul but, la conquête des masses. Rallier les hommes à une idée à laquelle ils finissent par succomber et dont ils ne pourront plus se libérer. Ces propos de Goebbels sont éclairants. Dès 1933, le cinéma est mis au service de la propagande nazie. C'est bien simple. Toute l'industrie est mise au pas pour servir ce régime. Vous vous en souvenez peut-être, en 1933, après avoir terminé son testament du docteur Mabuse, Fritz Lang fuit en France, puis aux États-Unis. Il est loin d'être le seul à avoir fait ce choix. Marlène Dietrich l'a précédé en 1930, une fois le tournage de L'Ange bleu terminé. Elle sera une farouche opposante au régime nazi, enchaînant les campagnes en faveur de l'armée américaine. Il semblerait même qu'elle ait voulu entrer au service de l'espionnage américain. Le réalisateur du fameux Ange bleu, Steinberg, a suivi son actrice. Robert Wiener ou Billy Wilder suivent le mouvement. Issu d'une famille juive autrichienne, on comprend pourquoi Wilder a tenu à fuir dès que possible. Même s'il a tout de même signé certains scénarios pour le cinéma nazi. Cependant, le cinéma, ce n'est pas seulement des réalisateurs, des acteurs et des scénaristes. Non, c'est également beaucoup de techniciens. Photographes, lumière, décors, costumes, etc. J'en passe. Et de ce point de vue-là, l'industrie a vécu une véritable saignée. Ce sont plusieurs centaines de techniciens qui décidèrent de quitter le pays lors des premières années du régime. Citons par exemple Kurt Kuron, qui a notamment été directeur de la photographie pour des films de Fritz Lang. Il a fui le pays et devint directeur de la photographie pour des réalisateurs tels que Hitchcock, Chaplin ou encore Renoir. Une bien belle carrière, tout le monde ne peut pas en dire autant. L'État va vite fermer la frontière et tout le monde ne pourra pas aller voir de l'autre côté de l'Atlantique ce qu'il se passe. C'est le cas notamment de George William Pabst, qui avait prévu de rejoindre ses camarades au pays de l'oncle Sam. Il n'en aura pas l'occasion et devra faire avec le cinéma nazi. Cela donnera notamment Paracelsus en 1942, un film nous montrant l'embrigadement de la société au Moyen-Âge. Ce réalisateur joue avec l'ambiguïté de l'époque pour éviter la censure. Mais l'État nazi a également refusé qu'environ 200 personnes travaillent pour l'industrie cinématographique allemande. En effet, le cinéma suit la loi nazie et refuse de donner des emplois aux juifs. Tous les grands sont-ils partis? Est-ce qu'il ne reste que des tâcherons pour réaliser la basse besogne de la propagande allemande? Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais là, je vais laisser la parole à Pierre Courtade, historien du cinéma qui a travaillé sur le sujet dans les années 70. Il n'y a, par exemple, je suis navré une fois de plus de le dire, pas tellement de différence de style, c'est-à-dire d'expression dramatique et de photogénie et de direction des acteurs entre un film comme le M de Lang et le jeune hitlérien de Steinhoff. Mais comment l'industrie cinématographique fonctionnait réellement sous ce régime? Eh bien tout d'abord, je dois vous expliquer quel rôle a joué UFA. L'Universum Film Acteur Fast a été créé en 1917 d'une volonté d'influencer les masses dans l'intérêt de l'État par Ludendorff, un chef des armées allemandes. Logiquement, UFA aide à l'arrivée de Hitler au pouvoir. En 1937, UFA devient le studio national. Enfin, en 1942, les autres studios sont dissous et regroupés dans un monopole d'État, UFA Film. On se retrouve donc avec un studio à la tête de toute une industrie. Et à la tête de cette industrie, plusieurs hommes. Fritz Hippler était le directeur du cinéma du Reich. Et oui, un Fritz décline l'offre, on le remplace par un autre Fritz. Mais ce dernier répondait aux ordres de Goebbels, le ministre de la propagande. C'était vraiment cet homme qui contrôlait le cinéma. Autoproclamé amoureux du cinéma, il décide de prendre les choses en main. Fritz Hippler également avait bien compris le pouvoir du cinéma, puisqu'il en disait « En comparaison avec tous les autres arts, le film, par sa capacité à agir prioritairement sur le sens poétique et l'émotion,
donc sur ce qui ne relève pas de l'intellect, a d'un point de vue de la psychologie des masses et de la propagande, un effet particulier, profond et durable. Pour faire du cinéma un outil de propagande très efficace, Goebbels a mis en place une machine très bien huilée. Vous croyez qu'on pouvait aller au cinéma comme aujourd'hui? On y va, on achète notre petit pot de popcorn et on regarde le film? Non, c'était vraiment très différent. Premièrement, Goebbels demandait à ce que toutes les séances de cinéma se jouent à guichet fermé. Ensuite, le film était précédé de quelques mises en bouche favorisant l'esprit critique. Premièrement, des actualités étaient diffusées, des actualités neutres et partiales évidemment, qui montraient souvent les avancées de la grande armée allemande, à grand renfort de schémas explicatifs. Suite à ces actualités, un film documentaire venait enrichir la culture des spectateurs. Hitler lui-même réalisa un film documentaire diffusé en France sous le nom du Péril juif. Celui-ci montrait les juifs comparés à des rats et mettait en garde contre l'invasion. Tous les spectateurs qui souhaitaient voir le film étaient obligés de subir ces deux programmes, puisque la caisse était fermée avant le début de la séance. Et on ne pouvait pas arriver en retard. Les films eux-mêmes, bien sûr, étaient contrôlés par Goebbels. C'est lui qui choisissait les projets qu'on mettait en place, les budgets alloués, et bien sûr, c'est lui qui avait le final cut, c'est-à-dire la dernière version avant sortie du film. Mais donc, est-ce que tous les films produits lors de cette période étaient des brûlots, propagandistes et antisémites? Eh bien, sur environ 1 million de films produits en 12 ans, la moitié, à peu près, étaient des comédies. L'État avait conscience que le peuple avait besoin de rire, et il lui permit. Il y avait également beaucoup de films d'aventure. Le cinéma nazi était, avant toute chose, un cinéma de grands spectacles qui voulait concurrencer Hollywood. Et plus la guerre devint rude, plus les films devinrent joyeux et permettaient au peuple de s'évader. Plus les rues sont sombres, plus nos théâtres et nos salles de cinéma doivent les inonder de leur lumière. Plus les temps sont durs, et plus l'art doit briller et s'élever pour être le consolateur de l'âme humaine. Goebbels savait également que la meilleure de propagande était celle qui agissait sournoisement sans que le public se rendît compte qu'il était l'objet d'une manipulation et que les films sans intention politique apparente pouvaient être diablement efficaces au service du pouvoir. Évidemment, même dans les films qui semblaient anodins, on retrouvait les valeurs de l'État nazi. Pêle-mêle, citons la camaraderie, l'amour du devoir, l'amour de la patrie et le sacrifice, la belle mort héroïque. Oui, vous verrez, il y a une sorte de fascination pour la mort dans le cinéma de l'Allemagne nazie. Des films frontalement propagandistes, évidemment il y en a eu. Citons par exemple le jeune hitlérien Quex, le premier film propagandiste à rencontrer le succès. Dans celui-ci, un jeune garçon provenant d'une famille de vilains communistes se trouve un refuge dans les jeunesses hitlériennes. La fin le montre mourant, mais sa mort est un sacrifice nécessaire. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les communistes ne sont pas montrés comme des ennemis à abattre, mais plutôt comme des citoyens embrigadés qu'il fallait remettre dans la voie véritable. Avant de conclure, je ne résiste pas à l'envie de vous faire découvrir une petite perle. Vous le savez peut-être, mais Hitler et Goebbels aimaient particulièrement Disney. Ils avaient même l'ambition de concurrencer Disney avec des films d'animation. Comme c'est le cas de Hochzeit im Korallenmeer, où l'on peut voir deux petits poissons à l'ombre de leur mariage. Mais ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette atrocité? C'est censé être mignon, cette tortue mutante? Tu fais peur, sale tortue nazie! Oh! Un méchant poulpe vient leur voler leurs perles. Il est vraiment méchant, ce poulpe qui porte une chapka et fait des danses traditionnelles russes. C'est subtil. Heureusement, les petits poissons rameutent tous leurs copains. Ayant vaincu le vilain soviétique, tous les poissons ne résistent pas à faire un défilé militaire. C'était éloquent. Heureusement, tous les films d'animation de cette époque n'étaient pas similaires. Par exemple, Verwirrte Melodie est assez inoffensif. Il me fait même penser aux Silly Symphonies que Disney avait produit à la même époque. La qualité de l'animation est d'ailleurs à souligner. Bref, le cinéma nazi est bien plus nuancé qu'on aurait pu le penser. Dirigé par une main de fer par Goebbels, certes. Propagandiste, évidemment. Censé manipuler les masses, sans aucun doute. Mais c'était un cinéma de qualité, techniquement très impressionnant. Sur tous les films produits dans cette période, seulement 14% sont ouvertement propagandistes et seulement la moitié de ces 14% sont antisémites. Mais nous reviendrons sur ces films dans une autre vidéo.
Goebbels a réussi son pari et a emmené tout le peuple allemand au cinéma. Si l'on pouvait compter environ 245 millions d'entrées en 1933, il y en a eu 1,6 milliard en 1945. Pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec Pierre Courtade, car je sais m'incliner devant les personnes plus spécialistes que moi. Si le cinéma nazi n'offre aujourd'hui, et n'offrait sans doute déjà à l'époque, quelques grands titres, il n'a tout de même pas été la grisaille que beaucoup croient.